Je m'appelle Shimdan Sung. Si j'ai souhaité prendre la plume aujourd'hui, c'est pour apporter un éclairage nouveau sur des faits vieux de près de 150 ans. L'exécution d'un homme que rien n'accuse, l'exécution de mon cousin. Ce témoignage se veut comme un déclic du service d'une mémoire. Celle d'abord du premier Chinois guillotiné de Tahiti, et celle ensuite d'un homme sanctifié par sa communauté. Une communauté qui a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voici donc le récit d'un condamné dont la mort permit à une poignée de ses compatriotes de vivre en toute liberté sur cette terre d'asile pour Chinois en exil. Le nom de ce héros est Shim Soo-kung. Je ne compte plus les versions à ton histoire, mais je sais qu'elle fascine, qu'elle a et qu'elle fera couler encore beaucoup d'encre. Écrivains, avocats, biographes, voire même descendants cherchent à comprendre, à savoir une vérité qui s'écrit toujours. Ce dont je suis sûr, c'est que ton histoire débute en Chine. Là-bas, tu ne cessais de me répéter « Dingue, ce n'est pas notre vie ici. » Tu verras un jour, on partira nous aussi. En cette fin du 19e siècle, Tahiti vit au rythme de l'Occident. Quelle métamorphose! Un véritable melting pot. Car avec sa découverte en 1767, naît également un mythe. L'île est un royal paradis. Mais dans les faits, maladie, alcool et armes à feu tuent plusieurs milliers d'indigènes. En 1864, 8000 âmes échappent au fléau, dont 2500 hommes adultes. Trop peu pour répondre aux besoins d'un vaste projet agricole. La Tahiti Cotton and Coffee Plantation Company, une société censée fournir l'Europe en coton et en café. Gauthier de la Richerie signe le décret qui permettra l'importation de 1010 Chinois. À Tahiti, la nouvelle plaît à son successeur, le gouverneur de la Roncière, nommé par Napoléon III. Il met tout en œuvre pour favoriser le développement de ce plan. Monsieur Suarez, monsieur Stewart, que puis-je pour vous? Je suppose que vous venez me parler de vos projets concernant votre plantation. En effet, la plantation de coton est en plein essor et les affaires s'annoncent florissantes. La demande mondiale est croissante et les 400 hectares que je possède ne suffisent plus, il nous faut plus de terre. Contrat, arrêté, exonération de taxes, Auguste Suarez, le riche propriétaire terrien portugais, ne rencontre aucune résistance à investir. William Stewart, son beau-frère, s'en assure. Seulement en se lançant dans cette plantation, M. William Stewart ne pouvait pas savoir que la guerre de sécession allait se terminer et que les plantations de coton qui étaient peut-être ravagées pendant la guerre, et puis même si les esclaves ont été affranchis, ils demeuraient quand même à côté des femmes parce qu'ils n'avaient pas d'autre occupation. Donc ils étaient salariés au lieu d'être esclaves. Et les plantations des États du Sud, désormais réunis avec les États du Nord, ont repris et donc les exportations ont repris vers l'Europe. L'Écossais est doté d'un sens inné des affaires, fruit d'une longue carrière dans les mers du Sud. Un curriculum vitae où figurent les fonctions de militaire à la Compagnie des Indes. Commerçant en vin au Portugal et enfin trafiquant de biens et de personnes. Il investit dans un domaine situé à Atimaono qu'il rebaptise aussitôt Terre Eugénie, en l'honneur de l'impératrice Eugénie. Pour le coton, c'est lui qui en a eu le flair. Nous avons besoin de votre soutien. Je ferai le nécessaire auprès de la reine Pomare et auprès des différents chefs. Combien vous faut-il de terre? Nous souhaiterions acquérir une superficie de 4000 hectares. Tiens, cela est énorme. Comment allez-vous exploiter une telle superficie? Nous allons continuer avec le coton et nous diversifier dans la canne à sucre et le café. Il vous en faudra des bras. Certes. La main-d'œuvre actuelle est insuffisante. Il nous faut plus d'hommes valides. J'avais pensé à faire venir des milliers d'Indiens des colonies britanniques. Voyons, vous n'y pensez pas. Nous sommes dans une possession française et mon empereur Napoléon III verrait cela d'un très mauvais œil. Par contre, la France est très présente en Asie. Je propose de remplacer vos Indiens par des Chinois.
L'abolition de l'esclavage est en vigueur depuis 1848. Les regards se tournent vers la Chine. Le pays est secoué par une série de tragédies, guerres civiles et catastrophes naturelles. L'Empire du Milieu vacille et chute. 15 millions de Chinois fuient. Jusqu'en 1964, c'était la guerre des Taiping. Dans ce mouvement Taiping, il y avait beaucoup de dirigeants Hakka. Et les Hakka, qui étaient déjà assez mal considérés en Chine, le sont devenus encore beaucoup moins considérés. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Hakka se sont aventurés vers les pays d'émigration les plus lointains. La plupart des autres Chinois préfèrent le sud-est asiatique, beaucoup plus proche de la Chine, comme le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, ou certains le Laos. Donc pour aller vraiment très loin, c'est qu'on est dans une situation extrême et peut-être même désespérée. C'est effectivement le désespoir qui pousse 1010 d'entre eux à se faire enrôler par des négriers recruteurs. Les conditions sont claires. Ils seront logés, nourris et blanchis, contre 5 à 7 ans de service. La majorité laisse femmes et enfants au pays. Une minorité est accro à l'opium. Et le chemin de l'exil est semé d'embûches. Ils ont fait leurs preuves lors de la construction des chemins de fer aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus dociles. Ils se révoltent beaucoup moins, car à la moindre incartade, retour en Chine. Et là, ils savent que les manchus ont le sabre facile. Vous nous avez convaincus, monsieur le gouverneur. Et nous acceptons votre proposition. Bien, dans ce cas, je vais publier un arrêté dans le journal officiel des établissements français de l'Océanie. Vous aurez l'autorisation de faire venir vos coolies chinois. Merci, monsieur le gouverneur. Bien, monsieur Stewart. Bien. Comment cela nous accueille là-bas? C'est ce que je me suis demandé cette nuit-là où nous avons dit adieu à ce que nous laissions en Chine. Et puis, il y a eu ce visage, celui du chargé de l'immigration qui nous attendait sur la passerelle. 3 coups de cloche signalent l'imminence du départ. J'ai le cœur qui bat. Il nous fait signe d'embarquer. Au départ de Hong Kong, le Ferdinand Broom. Il largue les amarres avec 337 émigrés chinois. Il y a eu un recrutement un peu, comme on dit, bâclé, puisque là, il fallait absolument 330 personnes pour arriver le plus possible pour travailler à la plantation Stewart. Donc, on a recruté un peu de force ceux on dit, pour les emmener en Polynésie. Donc, il y en avait qui étaient, qui consommaient de l'opium, il y en a qui étaient un peu malades. Ensuite, le plus triste, sur ce premier départ, il devait y avoir des femmes et des enfants. Et donc, on a le capitaine du bateau, un capitaine allemand, a ordonné l'embarquement d'abord des hommes. Et puis, il a dit les femmes et les enfants après. Et pour finir, les femmes et les enfants sont restés à quai. La promiscuité est difficile. Les gens ne se connaissent pas. Par chance, tout le monde vient de la même province, Canton ou Fukien, où tous parlent le même dialecte, le Hakka. Ils ont également en commun le mahjong, utile lors des longues journées monotones qui se succèdent sur le 3-mâts, battant pavillon prussien. Aucun de ces paysans chinois ne connaît l'emplacement exact de sa destination, si bien qu'après 1 mois de voyage, en apercevant les côtes australiennes, ils pensent être arrivés. Mais Sydney n'est qu'une escale, il faut encore 46 jours avant d'être à bon port. Un ultime voyage dont certains ne verront pas la fin, tant les conditions de vie à bord se dégradent. Sur les 20 qui sont décédés en cours de route, on se demande si c'est pas du fait de révolte. Bon, on dit que c'est du fait de malnutrition. Il y en a qui n'étaient pas sévrés de l'opium. Mais quand même, avec un médecin à bord, bon, maintenant, pour finir, le médecin lui-même, il est mort. Bon, donc, il y a beaucoup à dire. Malgré ces décès, la quarantaine ne sera pas appliquée aux émigrés du Ferdinand Broom. Cette main-d'œuvre amputée d'une vingtaine de travailleurs est aussitôt transférée par bateau au domaine d'Atimaono qui dispose d'un port. Sur place, le maître des lieux, William Stewart, ne cache pas son mécontentement au sujet des pertes subies. Quoi ? 10 morts durant le voyage ? Mais quel gâchis ! Bon, il va falloir que je demande de nouveaux travailleurs pour le prochain contingent et compenser les pertes. Et je veux de meilleures conditions de voyage. Bon, toi là-bas, tu leur expliques qu'ils doivent se mettre au travail. On a perdu assez de temps comme ça. Numéro 468, avance! Ils sont reçus par le commissaire de l'immigration. Il leur délivre un bulletin d'immatriculation qui leur tient lieu de passeport intérieur. Matricule 471, j'espère que ça me porte tes chances. Demain matin, vous allez... Notre arrivée ne faisait pas l'unanimité. Certains auraient préféré de doux frères indiens
aux Chinois querelleurs. Ils disent en effet que nous sommes des gens insubordonnés, avec beaucoup de vices. Cependant, une qualité semble avoir emporté sur notre travers. Nous avons l'habitude de défricher et de planter des champs de riz et de canne à sucre sous un soleil brûlant. Après ce premier contingent, 2 autres suivront avec 1 mois d'intervalle. À 10 têtes près, l'autorisation accordée par le gouverneur de la Richerie à Stuart d'introduire 1010 sujets chinois sera respectée. Ces 1010 Chinois qui, au bout d'1 an, ils n'étaient plus que 900, puisqu'il y a une bonne centaine d'entre eux qui ont disparu. Pratiquement 4 à 8 d'entre eux mouraient chaque mois, donc ils n'avaient pas l'habitude de boire de l'eau des rivières, la chaleur. Il y avait également, comme on dit, de diarrhée. Donc, le corps n'étant pas habitué à consommer de la nourriture locale, et également la chaleur. Ensuite, ils vivaient dans des grandes, qu'on appelait à l'époque des cases. Donc, ils étaient regroupés par escouades. Donc, là où Stewart a été malin, il a conçu Atimaono comme un terrain militaire. Chacun reçoit 2 chemises, 2 pantalons et un chapeau de paille. Si la salubrité de la colonie française fait défaut, Stuart ne perd pas son objectif de vue. Atimaono est conçu comme une base militaire, 72 hectares quadrillés sous la responsabilité de surveillants. Tels des fourmis, ce millier de Chinois acharnés au travail labourent et récoltent, tant et si bien qu'à la disette de coton sur le marché européen succède l'abondance. Les premiers chiffres font état d'1,5 tonne de coton par jour. Selon les livres de la compagnie, l'avenir du domaine est plus que prometteur. Il engrange plus de 500 000 francs de recettes rien que pour la première année. Résultat, avec 30 francs de salaire mensuel pour les Tahitiens et seulement 20 modestes francs, les coulis chinois ont un pouvoir d'achat et constituent une clientèle importante. Une raison suffisante pour Stuart d'ouvrir un magasin dans la plantation. Ces hommes peuvent, après avoir mis de côté un peu d'argent pour leur famille restée en Chine, acheter farine, riz, huile, beurre, tissu, pétrole et savon. Nous avions creusé un canal long de 2 km pour irriguer la plantation en eau. Cette eau est captée en amont de la grande rivière et servait à notre toilette du matin, à nos bains après le travail et à laver notre linge. C'est précisément à cet endroit que tu as rencontré Mihi. Chaque samedi, jour du bain, nous échappions à la surveillance de notre escorte pour retrouver la chevelure brune et la peau dorée de nos dulcinés. Le parfum de leur corps était une parenthèse enchantée à notre vie de subalterne. Une idylle menée secrètement car inconvenable selon nos traditions. Bonjour jolie Vaiani. Vahine, tu veux dire? Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Mihi. Mihi? Joli ça Mihi. Ça fait plaisir d'entendre les jolis rires de Vainé. Que fais-tu ici? L'amour n'avait pas sa place. Épouser un étranger était interdit. Pourquoi faire? À plus forte raison lorsqu'il s'agissait d'une étrangère. Les patriarches craignaient que ces intruses ne fassent oublier les traditions en se montrant rebelles à leur autorité. Vous mangez du poisson cru? Viens, je vais te les faire goûter. Avant 1900, les unions qui amenaient effectivement après la procréation d'enfants métis, c'est vrai qu'il y avait eu, j'ai entendu dans le cas des consultations, des histoires assez douloureuses, assez lourdes, où il y a des histoires de kidnapping d'enfants, où on cachait les enfants pour que l'un ou l'autre des parties ne puisse pas venir justement fabriquer l'enfant avec la culture de l'autre. Le fruit de cette union est considéré comme inférieur, incapable d'apprendre la langue ou encore les mœurs de l'Empire céleste. C'est l'histoire de la transmission.
l'histoire de transmettre à un enfant qui perpétue la lignée, qui perpétue aussi les idées, les représentations du groupe. Surtout les idées et puis les valeurs et principes comme la piété filiale, le travail. D'autres principes aussi qui relèvent du confucianisme et des principes taoïstes aussi. Par exemple, le rapport aux ancêtres, le fait d'honorer les ancêtres, le fait de pratiquer des rites de vie ou des rites de mort qui soient bien conformes à la communauté chinoise. Ces alliances contre nature sont synonymes de perdition culturelle. Aussi, en signant leur engagement, la plupart des émigrants promettaient de revenir également avec un pécule, afin d'offrir de meilleures conditions de vie à leurs femmes et enfants laissés au pays. Mais quelques-uns, tombés sous le charme des Vahine Tahiti, épousent des femmes et fondent foyer sur le socle des deux cultures. Le premier acte de mariage est enregistré le 16 novembre 1868. Fini les tares générées par la consanguinité, les familles tahitiennes à court de sang neuf se renouvellent. Mais c'était sans compter les maladies nouvelles importées par les navires. Elles frappent durement une population sans défense immunitaire. Syphilis, grippe, coqueluche, variole, rougeole et bientôt dysenterie. Au moment où nous goûtions à l'amour, toute l'île fut envahie par la dysenterie. Elle se trouvait dans l'eau. Ce qu'elle attaquait était assaisi d'une violente crise de crampes abdominales. C'était le cas de Mihi. Malgré tous les soins et les breuvages, rien ne la sauva. Cruelle destinée. Elle meurt tandis que je deviens père. Une maladie qui touchait beaucoup de gens de l'époque, c'est la dysenterie qui était une forme de gastro-entérite aiguë, donc qui s'attrapait très facilement, puisque là, sur le domaine Stewart, donc sur la terre Eugénie, il y avait deux hôpitaux, un hôpital pour les hommes, un hôpital pour les femmes, et les Océaniens, à peine ils arrivaient sur la terre d'Atimaono, donc peu de temps après leur arrivée, ils mouraient par dizaines, et en anecdote, tellement ils étaient malades, tellement ils se vidaient, ils s'enterraient vivants dans le sable et ils laissaient apparaître que leur bouche avec une motte de sable, et au moment où ils expiraient, ils arrivaient à trouver assez d'énergie pour recouvrir le visage. Donc c'était vraiment terrible à l'époque, et après ces personnes-là, malheureusement il n'y a pas beaucoup qui ont eu des tombes des sangs, donc ils ont un peu enterrés un peu à droite à gauche malheureusement. Mon cousin, maintenant que Mihi est morte, tu es ma seule famille. Et Hinemo, elle va commencer notre lignée avec ton enfant qui va naître. Aussi, j'ai décidé de vous prendre sous ma protection. Mais je veux que tu me promettes une chose. Arrête de jouer avec ton salaire, s'il te plaît. Merci, cousin. Mais bon, je suis sûr de gagner de l'argent. Tu sais que je suis imbattable au jeu de dés. Je vais tous les plumer. Je te rappelle que Lee s'est pendu le mois dernier. Il avait trop de dettes. Il pouvait même plus rembourser son retour au pays. Et tu connais nos traditions. Nous devons mourir sur notre terre natale. Mais oui, mais moi, ça risque pas de m'arriver. Moi, je suis sûr de gagner mon retour au pays. Et ton enfant, et Hinemoe, est-ce que tu as pensé à eux? Justement, tu sais que j'ai prié Qinwan, le dieu de la chance, et Kaishen aussi, le dieu de la richesse. Cousin, c'est bon, ils me feront si riches que je vous emmènerai tous avec moi. Mais tu crois trop en ta chance. Et tu crois qu'il suffit de prier les dieux? Je retourne à la plantation. Le surveillant m'attend, il m'a promis de l'avancement. Et tu dis que c'est moi qui rêve? Ni le travail, ni nos sorties n'atténueront la pesante absence de ta douce Mihi. Depuis, tout contribue à nous éloigner l'un de l'autre, même la venue de mon enfant. Comme beaucoup d'autres hommes de la plantation, le jeu devient ma nouvelle source d'évasion et de revenus. Et très vite, de conflits. Chacun des coulis était libre de dépenser son salaire. Certains le faisaient autour d'une table. Dans les colonies, tous le savaient. Les Chinois ont le jeu dans le sang. Des jeux de hasard, où salaire acquis et ceux à venir étaient souvent engloutis. À la plantation, un cas de pendaison pour dette de jeu, le seul, est relaté en 1867. Stewart avertit, si un Chinois venait à se pendre encore, les 900 autres paieraient 100 piastres pour rembourser les dépenses faites pour leur introduction et 100 piastres pour faire venir leur remplaçant. Voilà qui balayait toute tentative de réclamation des coulis, comme le droit à la pendaison suite à des dettes de jeu. Aux distractions se mêlent les antagonismes entre Hakka et Punti. Malgré la contrainte du vivre ensemble, les deux frères ennemis ne dissimulent pas leur rivalité.
L'année du dragon de terre, en août 1868, la colère grandit parmi les travailleurs. Tous dénoncent la façon dont Stewart tient ses engagements. Mais les préparatifs d'une fête lunaire, accordée par le gérant, dissipent pour un temps le climat de dissidence. Le 8 mai 1869, la reine Pomaré est en visite au domaine quand éclate une bagarre. J'arrête pas de faire depuis tout à l'heure. C'est pas possible. Normalement, je suis imbattable au jeu de dés. Tricheur, rends-moi mon argent. Et pourquoi lui, il arrête pas de gagner? Et tu me traites de tricheur? Oui, c'est ça. Et en mai 1869, deuxième super grande bataille rangée. Les lances qui avaient servi aux démonstrations de Kung Fu au mois de septembre 1868, après les coulis, les deux clans, les Hakka et les Punti, ils se promenaient avec la pointe de leur lance dans leur manche, entre autres, puis, sans compter les couteaux ou les machettes servant à couper la canne à sucre. Et là, il y a eu une bataille rangée. La bagarre laisse un mort et plusieurs blessés. Le mort de trop grave pour la justice française, qui ne pouvait pas fermer les yeux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ferme-la! Après Mihi, c'est contre toi que le sort s'acharne. Malgré toute mon assistance, tu as été désigné comme faisant partie des belligérants. Toi qui n'as ni vice, ni travers, te voilà fait prisonnier. Tu seras avec 7 autres de nos compatriotes, arrêtés et traduits devant le tribunal criminel. Il y a eu un meurtre! Et le coupable doit se dénoncer. Sinon, c'est la peine de mort pour tous. Eh bien, si le coupable ne se dénonce pas, c'est tous ceux qui ont l'habitude de jouer qui seront arrêtés. Alors, ça sera un retour en Chine. Attendez! Arrêtez! Libérez mon cousin! Je suis sûr qu'il est innocent. Il s'est jamais battu, il peut pas avoir tué quelqu'un. En plus, il vient d'avoir un fils. Prenez-moi à sa place s'il faut. Mais Chim, on te connaît bien, tu ne joues jamais. Tu ne peux pas être coupable. Je sais, monsieur. Mais si je le fais pas, j'ai peur que les Blancs tuent tous nos camarades. Ou qu'ils nous ramènent tous en Chine. Et les Mandchous, ils vont nous couper notre tête. Et notre famille restée en Chine, ils auront aussi des ennuis. Non, mon cousin, ne fais pas ça. Je n'ai tué personne, tu le sais. Mais ne te sacrifie pas pour moi. Je ne le mérite pas. Comme un fait exprès, le hasard veut qu'au même moment, un complot se trame contre la personne de la Roncière. Le gouverneur est menacé d'enlèvement. 2 conspirateurs sont désignés, le procureur Boyer et le juge Olozé. Tandis que le tout propriétaire se passionne pour ce procès, le vote se déroule dans l'indifférence générale. Les 12 et 13 mai 1869, un procès unique dans les annales de la justice se tient au tribunal de Papeete. 8 travailleurs chinois sont inculpés de meurtre. À la plantation, la question est déjà tranchée. Un exemple est nécessaire pour intimider les employés du domaine. Faute d'interprète, la justice a toutes les difficultés du monde pour démêler le vrai du faux dans toutes les accusations et contre-accusations. Entre français qui fallait traduire en anglais, l'anglais, le chinois qui comprenait l'anglais, il fallait qu'il traduise en Hakka. Ensuite, un autre interprète qui comprenait le Hakka et qui pouvait comprendre le Punti, il fallait qu'il traduise en Hakka du Punti en anglais, d'anglais en français. Donc ça a été, c'était une bataille d'interprètes. Et donc personne en gros n'a rien compris, donc il n'y a pratiquement aucune preuve de culpabilité des coupables. Néanmoins, après seulement 2 jours d'investigation criminelle, le verdict tombe. L'acquittement est prononcé pour 2 accusés et 2 autres écopent de 5 ans de prison. Les 4 derniers sont condamnés à mort.
À la lecture de la sentence, l'instant est si solennel que le tribunal ne se contente pas comme d'habitude de donner leur immatriculation, mais les cite nominativement. Ils s'appellent Changasing Vosing, Fung Hun, Yung Fusia et Shim Sokung. 3 seront finalement graciés. Seul le numéro 471 devra mourir. Plus que la peine capitale, c'est le rapatriement des milliers de travailleurs chinois qui est en jeu. Malheureusement, je ne suis pas sûr que M. Shim Sokung ait eu le choix. Ce que je constate, c'est qu'il devait y avoir 4 condamnés, 4 exécutés, 4 personnes à exécuter. Sur les 4 personnes, 3 ont été graciées, 1 non. C'est bien le signe qu'il était la victime expiatoire de ce crime. Ensuite, pour en revenir un peu au procès, je ne suis pas sûr non plus qu'il ait pu, que l'instruction a démontré qu'il a été l'auteur du coup fatal et qu'il avait l'intention de donner la mort. Pas sûr de tout ça. Belle journée. Il n'est pas encore 7 heures du matin, ce mercredi 19 mai 1869, lorsque Shim Sokung arrive sur le lieu de son exécution. Converti à la hâte par le missionnaire de Papeari, le supplicié est ensuite conduit au pied de l'échafaud, garrotté, pieds et poings liés. Sa dernière heure approche. Pourquoi n'a-t-on pas gracié Shim Sokung? On raconte qu'il est innocent. Ma chère, vous savez que tout cela n'est qu'une histoire de Chinois. Dès cet instant, le condamné Shim Sokung garde le silence. L'opinion publique, elle, se fait moins discrète. Elle s'émeut et se demande s'il est bien nécessaire de dresser l'échafaud dans ce pays vierge. Et s'il faut introduire cette machine dans ce nouveau monde lorsqu'elle tente à disparaître de l'ancien. Bourreau, fais ton office. Ils étaient tous là, les notables, pour assister à ton office. Mais la guillotine, conduite la veille avec du coltard, avait du mal à fonctionner. Oh mais quelle horreur! Bourreau, refais ton office. Pendant 45 minutes, on lève et laisse retomber le couperet sur des bananiers, chiens et porcs. La fatale machine paraît finalement en état de marche. Si certains étaient dévorés par la fièvre et qu'ils avaient la peau brûlante à la vue du spectacle, toi, tu es resté l'œil impassible à tous ces préparatifs. Tu t'es livré bravement, en vrai martyr. Je pense qu'il était conscient des enjeux. Mais il fallait, pour accepter ce verdict, cette décision, il fallait beaucoup de courage, mais une bonne dose de folie. À notre départ de Hong Kong, tu fuyais la mort. Et c'est elle qui t'a rattrapé. Il se peut très bien que tu sois coupable des crimes commis, comme il se peut aussi bien que les vrais meneurs de jeu aient totalement échappé à la justice. Mais à dater de ton exécution, les risques de troubles sanglants au domaine étaient passibles de déportation. 23 d'entre nous sont expédiés aux marquises. En juin 1869, Jouslar, le tout nouveau successeur de la Roncière, publie un arrêté. Il accorde à Stewart le droit d'expédier des coulis perturbateurs aux marquises, où il projette de créer une plantation de coton dans la vallée de Taipei, à Nukuiva. À l'époque, il avait acheté toute la vallée avec les habitants, les animaux et tout le monde était dedans. Il a acheté toute la vallée. Il a envoyé des travailleurs là-bas, des Annamites, des Chinois, et puis après, il a envoyé 2 contremaîtres, un Chinois qui s'appelait Asha et un Américain qui s'appelait Nichols. Alors, tous 2 sont donc partis là-bas, mais peu de temps après, la société de M. Stewart a fait faillite. Et donc la plupart de ceux qui étaient partis sont revenus sur Tahiti, sauf que mon grand-père est resté là-bas et il s'est marié avec une marquisienne. Voilà. Le 24 septembre 1873, William Stewart meurt à l'âge de 48 ans, terrassé par une maladie du foie. Une fin lamentable pour celui qui a été le précurseur d'une agriculture industrielle, jamais égalée jusque-là dans les colonies. Avec lui s'éteint le domaine alors en faillite. Le comité d'agriculture et de commerce s'interroge. Que faire des Chinois? Il craint cette communauté jugée indésirable partout où elle s'implante, car elle est toujours sûre d'éliminer les Blancs et d'y amener la décadence. Sauf que les caisses vides de la compagnie et l'opposition des planteurs locaux de renvoyer cette main-d'œuvre peu coûteuse empêchent leur rapatriement. On a affrété un bateau pour les ramener, mais la majorité des colons a décidé de les garder parce que là, c'était comme une main-d'œuvre très bon marché.
et peu chère, en plus qui était compétente, qui était capable de couvrir plusieurs corps de métier. Donc finalement, le bateau est reparti à vide et donc il a été décidé de garder tous ces travailleurs chinois à Timor-Nou. Une solution est trouvée afin de limiter leur essor. Ni protection, ni patente ne sont accordées aux 560 des 110 coulis restés au royaume des îles de la Société. Seul privilège, une carte de résidence. Libre de circuler et donc de commercer, ils se lancent dans la culture maraîchère ou dans le colportage. L'ascension de la communauté ne tarde pas à confirmer les craintes des hommes d'affaires, comme Victor Raoul, le plus gros importateur français. Il a vu s'installer puis devenir propriétaire dans la rue de la Petite Pologne, aujourd'hui rue Gauguin, des commerçants chinois. 1878, la future colonie qui s'apprête à devenir un royaume sous protectorat français est un point de chute pour Chinois expulsés d'Australie et d'Amérique. Ils trouvent facilement refuge chez leurs compatriotes installés à Papeete, qui déclarent qu'il s'agit de leurs parents. Constituée en association, la communauté offre sécurité et travail. Ils arrivent ici, dans un contexte français. Au niveau du climat, le sud de la Chine, Taïwan, n'est pas trop différent de Tahiti. Il y a beaucoup de plantes, on trouve des taros en Chine, on trouve beaucoup de similitudes. C'est plutôt au niveau culturel. Ils arrivent dans un système français, ils sont considérés donc comme étrangers, à juste titre, assujettis à une taxe de séjour. Et ils arrivent pratiquement avec aucun bien. Donc il fallait se mettre au service de ceux qui étaient installés. Ensuite, rembourser la dette pour ceux qui sont partis en empruntant de l'argent. Et se lancer dans des activités. Ensuite, ils devaient fonder une famille, trouver un toit pour loger les enfants et leur fournir une éducation correcte. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ne parlaient pas la langue, donc complètement repliés sur soi. Et à partir de là, il a fallu construire. Mais cette construction n'a pu se faire effectivement grâce à cette communauté polynésienne qui les a accueillis les bras ouverts. Aujourd'hui, on peut voir ce qui s'est passé, c'est que le chinois est complètement intégré à cette communauté polynésienne. Avec ta mort, Chim, c'est le sort réservé à tes semblables qui a été bouleversé. J'ai vu l'évolution progressive des mentalités. J'ai vu se dessiner les bases d'une intégration graduelle. Aucun ne s'était imaginé être le germe de nouvelles sociétés. Comme partout ailleurs, naissent des Chinatown, à Tahiti, nulle trace de ce symbole de division. Plus d'un siècle s'est écoulé. La colonie est aujourd'hui autonome. Après le rejet des premières générations, la francisation naturalise les 6 suivantes. Chinois d'origine, Français d'adoption et Polynésiens à part entière. Notre communauté a su se faire un petit jardin sur cette terre d'exil. Partis sans rien, voilà que les Chinois se montrent indissociables de la vie des Tahitiens. Ils gèrent commerce, officines, chantiers de construction et comptoirs maritimes. Leur progéniture, la génération dite des Tusang, bénéficie d'une instruction chinoise dispensée dans l'un des 6 établissements scolaires chinois fermés en 1962, faute d'élèves. C'était le cas aussi de mes oncles, de mes tantes de cette époque. Et l'inconvénient, c'est lorsqu'ils arrivent dans une école française, généralement, ils se retrouvent dans une classe où ils sont les plus âgés. Parce que l'apprentissage, les autres étant en avance par rapport à eux au niveau âge, donc ils se retrouvaient avec un décalage d'âge avec les autres personnes de la classe. Ils sont biculturels, mais c'est difficile pour eux parce que le premier apprentissage était l'apprentissage suivant l'école chinoise. Donc l'esprit était déjà plus ou moins formaté dans ce système, et passer à notre système n'est pas aisé. Ne restait qu'une étape, l'échiquier politique. Michel Lô sera le premier à la franchir au nom des siens en 1972, en siégeant au sein de l'hémicycle de l'Assemblée territoriale. Il créera le premier parti politique chinois, le Puputeina. Michel s'est également associé à l'élaboration de ce qui va régir notre société d'aujourd'hui, le statut de l'autonomie de la Polynésie française. Il faisait partie des premiers Chinois polynésiens à partir étudier en France.
Il obtient son diplôme d'expert comptable qu'il fera valoir dès son retour à Tahiti. Ce précieux sésame lui permettra d'accéder à un statut jusqu'ici réservé aux Français. À son retour, il est le seul Polynésien expert comptable sur le territoire, et ce durant 20 ans. Vincent, son fils, a tenu à rendre hommage à ce père, celui qui a légué un patrimoine matériel et immatériel inestimable. C'était la France de l'après-guerre, il a connu l'évolution de la France d'après-guerre. Dans les années 70, lorsqu'il est en Polynésie, à son tour, la Polynésie connaît une évolution grâce à l'installation du CEP. Et donc, grâce à ses compétences, je pense que Michel Lô, lui, souhaite prendre part à cette évolution. Pour lui, pour sa famille, pour ses proches, mais aussi pour sa communauté et pour la Polynésie tout entière. Un mandat marqué par la rénovation de la route d'accès vers un lieu hautement symbolique pour tisser l'attachement des anciens à leur terre natale. Le chemin du repos éternel. À son inauguration, Michel Lô déclarera « Les premiers Chinois, en se faisant ensevelir en Polynésie, adoptaient par ce geste ce pays comme le leur. » Le prince Inouye, petit-fils de Pomaré IV, était un chef de Haroué, intelligent et généreux. Le prince Inouye a fait don de cette terre, Teruopo, une propriété royale, par rapport à ses amitiés, puisqu'en fait la famille royale était très proche de toute la communauté chinoise. Et le cuisinier du roi, c'était un Chinois. Ceux qui travaillaient avec le prince Inouye étaient des Chinois. Michel Lô était le représentant des Chinois auprès des autorités. Il était un membre actif de l'association Sinitong. Lui œuvrait beaucoup pour l'intégration de la communauté chinoise au sein de la communauté polynésienne en général. Et par son action, justement, il a montré la voie à tous les ressortissants chinois, puisqu'il a montré qu'on pouvait aussi intellectuellement prendre part à la vie publique polynésienne. Danse du lion, médecine traditionnelle, arts martiaux, arts culinaires, danse traditionnelle. L'étoffe chinoise a parfaitement su se faire une place sur le patchwork polynésien. Ce qui leur a permis de réussir, ce n'est pas un héritage, ils étaient venus avec rien. Mais rien au niveau matériel, mais au niveau culturel, au niveau des valeurs morales qu'ils ont acquises, cela leur a été d'un grand secours. 100 ans d'entraide communautaire permettront à cette fraction de population polynésienne de renvoyer une image de solidarité et de fraternité. C'est une communauté qui est très riche, qui est pleine de couleurs, qui a été colorée, métissée, et c'est très bien parce que, par contre, ce sont des Hakka de Tahiti, ça c'est sûr, et des Hakka modernes. Les coutumes de la vieille Chine sont distillées à la génération actuelle. Grâce à cette mixité, le Tahitien a acquis le savoir-faire des Chinois, et les Chinois ont adopté le savoir-vivre de ce peuple tahitien. On parle souvent de métissage, mais dans métissage, il y a le mot tissage, le travail du temps et du multiple. En Polynésie, le terme prend tout son sens. La Polynésie est quand même métissée en majorité d'Asiatiques et Polynésiens, donc qui apporte aussi un joli mélange. Le métissage, source de richesse sociale et culturelle. La Polynésie française en est un bel exemple. Dans un certain sens, on a quand même hérité aussi de certaines valeurs que véhicule la culture chinoise. Il est un mets qui traduit à lui seul ce melting pot, le Mahatinto, héritage culinaire né à Atimaono. Un commis, à fond, en panne d'ingrédients, faute de livraison, dut improviser un repas à la hâte pour rassasier les estomacs affamés des travailleurs. Dans ses réserves, il trouve haricots rouges et porc salé. Dans son potager, il part chercher pota blanc et haricots longs pour donner de la couleur à son plat.
Ah, qu'est-ce que vous avez mangé? Et les gens ils disent ah, trama tinto, tra tinto hamanira, hopeteo, miaou. Ah, après l'autre il dit trama tinto, et c'est devenu maatinito. Je me plais à imaginer que nous partagions ce plat devenu populaire. Toi, moi et les autres autour de ce repas, il figure aujourd'hui sur les cartes des restaurants chinois de la capitale. Il a même franchi la barrière de corail pour s'exporter en France. La nostalgie me gagne. Qui aurait pu imaginer que la mort du modeste coulis que tu étais ait pu à ce point influencer le cours de la vie de quelques-uns? Elle n'a pas changé. Cette plage inconnue il y a 150 ans est aujourd'hui foulée par leurs descendants. Un club de golf à la main contre une faux autrefois. Décidément, Atimaono réserve encore des surprises. Étonnamment, c'est ce que j'appelle le revers de la médaille. Il y a quand même des Chinois qui se sont rendus propriétaires d'une partie de la plantation. Ensuite, ceux qui pratiquent le golf savent... en gros, ils jouent sur une partie de la plantation Stiwa. Donc, il y a une autre partie qui est réservée au maraîchage, une autre partie à la canne à sucre. D'autres personnes habitent dessus. Donc, il y a carrément eu des maisons qui sont construites sur le domaine Stiwa. La nature envahissante ne suffit pas à dissimuler les vestiges de cette époque pas si lointaine. On devine encore la dizaine de kilomètres où s'échinaient ces expatriés. Des nantis devenus hommes d'influence. Le bruit des machines à couper la canne à sucre remplace celui du souffle des coulis. L'homme a travaillé sans relâche pour voir son rêve se réaliser. Sacrifice, investissement, Atimaono devient sa terre. Broyeuse du Brésil, récolteuse de canne d'Australie, des engins d'une puissance capable de dévorer 3 tonnes de canne en 20 minutes. Tout est mécanisé. On fait déjà 3-4 tonnes en 20 minutes. À l'époque, c'est les coulis qui coupaient la canne aussi. Tout est fait à la main, quoi. Le coulis, c'est des hommes de force, quoi. L'émeraude de la côte ouest a pris des allures d'usine industrielle. Avec l'aide d'un architecte, ils conçoivent l'abri de son trésor. Un socle de béton de plus de 100 tonnes supporte le fruit de 2 ans de récolte. Une aventure qui va ainsi rythmer sa vie 35 ans durant. 100 ans d'entraide communautaire permettront à cette fraction de la population polynésienne de renvoyer une image de solidarité et de fraternité. Constituée en association, la communauté offre sécurité et travail. En tête de liste figure le Sinitong. Suivront le Komintong, l'association philanthropique, mais plus encore le foyer de personnes âgées. La contribution de la communauté chinoise à cette communauté polynésienne, c'est de pouvoir aujourd'hui dire on veut aussi participer au développement de ce territoire. Non pas en tant que Chinois, mais en tant que Polynésien. Les querelles intestines du passé ne sont plus. On se rassemble autour de nos anciens et on se remémore le passé. Bien que l'île vive au rythme de l'Occident, nos coutumes sont rentrées dans les mœurs du pays. Le Nouvel An chinois est désormais inscrit au calendrier des festivités de Tahiti. Un lieu culte accueille cet événement, le temple Kanti. L'édifice trouve son origine dans les années qui ont suivi l'arrivée des coulis. Ni le temps, ni un incendie n'auront raison de ces colonnes. Ici, on vient chercher protection et conseil auprès d'ancêtres disparus, piliers d'une tradition millénaire. Le gardien du temple s'adresse à Shimsokung. On lui demande protection, on lui demande de nous aider sur tout Tahiti, sur tout le monde entier. On lui envoie des fruits, de l'encens, des bougies et on lui brûle de l'argent en papier. Les Chinois pensent que dans l'au-delà, ils ont besoin d'argent. Et comme nous ne sommes pas en Chine, il faut des dollars pour qu'ils puissent donc utiliser partout où il va. Donc en le remerciant, on va aller brûler
ces papiers donc, dans le brûloir à encens, le brûloir à papier qui se situe à l'extérieur du temple. Avec Kanti, ancien chef de guerre, il occupe une place d'honneur dans ce sanctuaire. Du statut de coupable, le matricule 471 est hissé au rang de héros et par extension à celui d'immortel. Dans son personnage, il y a un aspect christique qu'on ne peut pas manquer de soulever. Il se sacrifie pour ses frères, donc tout le monde a une dette envers lui, et voilà la façon de l'honorer, c'est d'abord de perpétuer son souvenir, perpétuer le souvenir de ce sacrifice, faire de ce sacrifice une forme de mythe, pour ensuite le stade final, le déifier, et peut-être que demain il va remplacer Kanti. C'est un petit peu remplacer l'Ancien Testament par le Nouveau Testament, puisque se sacrifier pour sauver tous les autres, c'est ce que le Messie a fait. Les similitudes avec le Messie ne s'arrêtent pas là. Comme lui, le corps de Shim Soo-kung est emporté loin du regard des hommes. Parmi les tombes miraculeusement conservées à Atimaono par les descendants des coulis, on ne trouve nulle trace de celle du martyr. Il faut se rendre au cimetière chinois pour se recueillir sur une stèle édifiée en 1969 en sa mémoire. Le site est un lieu de culte pour dévots acquis à sa cause. En ce jour de Kassan, cérémonie de recueillement sur la tombe d'un disparu et celui du martyr chinois Kung, qui a été exécuté par décapitation pour un crime qu'il n'aurait pas commis. En fait, les Chinois savent son histoire, mais on n'en fait pas partie puisque nous sommes plus, comment dire, troisième génération déjà. Je sais pas, je sais pas si c'est vraiment officiel, quoi. Mais nous, entre les Chinois, on a toujours dit que c'était le martyr Shim Soo-kung. On retrouve l'association She Kong Tong, les francs-maçons chinois de Polynésie, qui ont la droiture et l'honnêteté chevillées au corps. Après toutes ces années, ils disent connaître le véritable meurtrier et veulent réhabiliter le héros martyr. Mais une fois encore, le mystère reste entier autour de l'identité de ce supposé coupable. On préfère ne pas trop en parler, on peut faire que cette histoire disparaisse un peu. Franchement, qui va le dire? Qui va raconter la vraie histoire? Ceux qui en parlent se divisent en deux clans très distincts. Le premier passe sous silence ton histoire et son origine coulis. Le second fait l'éloge de cet ami du travail, doué d'une grande force de volonté et d'une rare perspicacité dans la poursuite d'un but entrepris. La bienveillance est restée ma compagne tout au long de ce récit, car c'est elle qui a guidé ton cœur jusqu'à ton dernier souffle. En Chine, il est dit que lorsque le trépas survient, le chemin vers le monde éternel est jalonné d'épreuves pour les âmes. Un premier pont trie celles coupables de délits mineurs de celles aux lourdes fautes. Ces dernières tombent dans la rivière de souffrance pour expier leurs crimes. Les autres accèdent à la montagne nostalgie, du haut de laquelle elles jettent un dernier regard sur leur vie terrestre. Le disparu peut alors estimer l'amour de ses proches à la tristesse qu'ils expriment autour de sa dépouille. En réalisant qu'il était aimé de son vivant, il peut dire adieu à ce qu'il laisse. Mon très cher Shim Soo-kung, tu restes une énigme aux yeux de tous, mais tu as accompli ta destinée. Tu as réunifié une communauté longtemps divisée sur un sol niché en plein cœur de l'océan Pacifique. Un exploit digne de ces héros de notre temps. Puisse à présent ton âme reposer en paix, mon vieil ami.